Elf présente le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en direct d'Imola. Elf, une passion qui trace la route. Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Saint-Marin. D'ailleurs, figurez-vous que nous ne sommes pas à Saint-Marin parce qu'à Saint-Marin, il n'y a pas de circuit. On est donc en Italie, à Imola. Un Grand Prix qui se déroulera sous le signe de la sécurité et de l'Europe. Et sur ces deux éléments, Jean-Louis, vous avez trouvé un interlocuteur très prestigieux. Et oui, c'est le président Balestre, qui est à la fois président de la FIA, de la FISA et de la FFSA, et qui maintenant est le président des automobiles clubs français. Vous allez voir, c'est presque un scoop. Alors tout de suite, le président et dans quelques minutes, le Grand Prix. Tous les constructeurs ont fait l'effort nécessaire, les voitures ont été contrôlées, elles sont toutes équipées. Cela représente un nouveau pas en avant. Les renforts, d'ailleurs, contrôlés pendant les crash tests, ont fait leur preuve ici. Vous avez vu que le terrible accident qui a eu lieu pour Minardi s'est soldé par une légère fêlure. Bon, il faut également féliciter nos circuits, nos organisateurs, qui font de très gros efforts. Ici, il y a eu encore l'équivalent de 3 milliards de centimes de travaux de fait pour la sécurité sur tout l'ensemble du circuit. Et je pense que certains circuits français devraient prendre exemple, eux qui pleurent lorsqu'on leur demande de modifier simplement une chicane. Donc, très gros efforts. Très bon climat également dans les équipes. Président, depuis le 9 mai, vous avez été appelé à des fonctions supplémentaires. J'ai accepté la proposition qui m'a été faite par les représentants des 42 automobiles clubs français, également avec le soutien du gouvernement et de l'Automobile Club de France. Le grand problème, c'est l'Europe de 1993 et une très forte menace pèse sur notre territoire d'être quadrillé par les grands clubs allemands, les grands clubs anglais, pour l'assistance routière aux automobilistes. Alors, notre objectif, c'est d'atteindre 3 ou 4 millions de membres pour le 31 décembre, pour la fin de l'année, d'organiser un réseau complet, très étoffé, dans les 2 ans qui viennent, avec plus de 1000 véhicules d'assistance sur les routes, pour une assistance routière totale et pour une information automobile et touristique permanente, non seulement pour les Français, mais pour les 40 millions de touristes étrangers qui fréquentent le territoire français. Vous êtes donc sur le circuit d'Imola où le temps est relativement beau avec quelques gros nuages. Dans cette cabine avec nous, bien sûr, Jean-Louis Bonfay, Johnny Rives de l'équipe et Philippe Streff qui pourra bien sûr nous parler d'un tout un tas de choses, mais aussi de sécurité, puisque la sécurité s'est améliorée au moment de pour ce premier Grand Prix en Europe, pardon. Alors, on va commencer par le classement du championnat du monde. Ça me paraît essentiel. Ce classement s'établit comme suit. En tête, Ayrton Senna avec 13 points, les 9 points de sa victoire aux États-Unis et les 4 points de sa 3e place au Brésil. Deuxième, Alain Prost avec 9 points, c'est-à-dire sa victoire au Brésil pour Ferrari. Troisième ex-aequo pour l'instant avec 6 points, Gerhard Berger, l'équipier de Senna chez McLaren. Le Français Jean Alesi, le pilote de pointe de l'écurie de Ken Tyrrell, qui arriva en 2e position aux États-Unis, et le Belge Thierry Boutsen de l'écurie William Renault, 6 points également. En 6e position, Nelson Piquet, chef de file de l'écurie Benetton Ford avec 4 points. Nigel Mansell, l'équipier d'Alain Prost chez Ferrari, est crédité de 3 points, il est en 7e position. L'Italien Stefano Modena, qui pilote une Brabham Judd, est 8e avec 2 points. Enfin, le Japonais Satoru Nakajima, l'équipier de Jean Alesi chez Tyrrell, est 9e avec 1 point. Eh bien, voici la grille de départ vue par l'hélicoptère. Vous pouvez voir les 2 McLaren, dont celle de Senna en pole position. C'est la 43e pole position de Magic. Le voici. Derrière, donc, Berger, légèrement décalé, soit les 2 McLaren. La deuxième ligne que vous allez bientôt apercevoir est constituée par les 2 William Renault, celle de Patrese d'abord et celle de Boutsen. Troisième ligne, Mansell et Prost, soit les 2 Ferrari. Quatrième ligne, Alesi et à ses côtés, Nelson Piquet, la Tyrrell Ford et la Benetton Ford. Alors, puisque nous sommes sur le circuit... Ah ben là voilà la grille, Jean-Louis, on va peut-être continuer sur la grille officielle du réalisateur italien. Et puis ensuite on présentera le circuit. Allez-y. On en était à la 3e ligne, c'est ça? Voilà, la 4e ligne, celle d'Alesi et de Piquet. 5e ligne, l'autre Benetton Ford, celle de Nannini. Et la première Lotus Lamborghini, celle de Warwick. Pendant qu'on passe le panneau, 1 minute.
Alors j'espère que nous avons le temps de présenter le circuit. Il s'appelle Enzo Edino Ferrari. Le voici. N'oubliez pas de jouer avec nous au Top F1, vous entendrez plusieurs fois. Ce Top F1 pendant la course. Vous savez qu'il y a des tas de choses à gagner. On vous rappellera tout pendant le Grand Prix. Le Tour de Chauffe est parti. À vous Jean-Louis. Oui, et justement, pendant que le Tour de Chauffe est parti, je propose à Pierre Van Vliet, qui était sur la piste, de nous donner le relevé des pneus des principales écuries. À vous, Pierre. Et oui, en effet, les pneumatiques vont, comme d'habitude, jouer un rôle important dans ces courses, d'autant plus que les écarts sont très faibles entre les trois écuries de pointe, McLaren, Honda, Williams, Renault et Ferrari. Alors là, il y a des pneumatiques différents, il y a des choix différents qui ont été faits en pneus Goodyear, bien sûr, pour les 6 premiers concurrents sur la grille de départ. Les deux McLaren ont un panaché de pneus à gomme dure à droite et de pneus à gomme plus tendre à gauche, dans la mesure où les pneus du côté gauche de la voiture souffrent moins sur ce circuit. Et puis les deux Williams-Renault sont et ils espèrent évidemment parcourir la distance du Grand Prix sans s'arrêter pour changer de pneumatique. On sait que Thierry Boutsen avait perdu toutes ses chances au Brésil lors d'un arrêt pour changer de pneu. Il est en train de l'éviter ici. Et puis chez Ferrari, là on a partagé les risques. Nigel Mansell part en pneu tendre et Alain Prost en pneu dur. Alain Prost donc qui tentera également de faire l'impasse sur l'arrêt de changement de pneumatique. Chez Pirelli, tout le monde a des pneus à gomme dure, mais ils devront s'arrêter en raison de la chaleur assez importante aujourd'hui. Merci, Pierre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce concours Top F1. Je pense qu'on va vous envoyer le petit jingle. Sachez que quand vous l'entendrez, je crois qu'on l'entendra à 2 reprises pendant ce Grand Prix. Il faudra noter quels sont les 3 premiers à ce moment-là, pendant le Grand Prix. Et puis à la fin du Grand Prix, on vous expliquera comment vous jouez avec nous et comment vous pouvez gagner. Jouez au Top F1 avec Elf TF1 et Télépoche. À chaque Grand Prix, gagnez le Renault Super 5 et de nombreux autres cadeaux. Voilà, c'était donc le petit jingle du concours Top F1. Je vous le rappelle, dès que vous l'entendez, jetez-vous sur vos carnets, sur vos crayons. Il faudra noter à ce moment-là quels sont les 3 premiers au moment où le jingle passe, et non pas bien sûr les 3 premiers du Grand Prix. Jean-Louis. Et vous voyez les voitures, les premières voitures de la grille dans ce tour de formation qui sortent de Rivazza. Voilà la courbe de Rivazza, qui vont entrer sur la chicane qui précède la ligne droite des stands, là où le départ va être donné maintenant dans quelques secondes. Je vous rappelle quand même que c'est une date historique aujourd'hui. Nous sommes le 13 mai 1990. Le premier Grand Prix de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 a eu lieu le 13 mai 1950 à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et nous sommes aujourd'hui à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, au 487e Grand Prix de l'histoire du championnat du monde. Ce Grand Prix de Saint-Marin 90 est prévu sur 61 tours, soit une distance de 307,440 km. Il est évident que si au bout de 2 heures de Grand Prix, ça pourrait arriver pour une raison en particulier météorologique, si au bout de 2 heures le Grand Prix n'est pas terminé, eh bien à ce moment-là, il se terminerait même si on n'a pas fait le nombre de tours précis. Alors vous voyez en bas de votre écran, vous avez vu Alési qui chauffait ses pneus. Les premières lignes ont tenté une amorce de départ pour bien faire monter la gomme en température. La grille est en train de se mettre en place. Philippe Streff. Oui, effectivement, c'est très important. Les pneus sont déjà chauffés par des couvertures au départ, mais les pilotes, bien sûr, zigzaguent pour maintenir la température la plus haute possible. Et voilà en face de vous, la grille de départ. À droite sur votre écran, Senna. À gauche, Berger. Derrière, les 2 Williams et encore derrière, les 2 Ferrari. Drapeau vert dans le fond. Et c'est parti. Berger a beaucoup mieux réagi que Senna et c'est lui en principe qui devrait entrer dans le Tamburello en tête. On a vu Boutsen faire un
slalom là entre les voitures de tête, alors que pas d'incident pour l'instant. Voilà, une Ferrari qui devait être celle de Mansell, qui est sortie un peu large. Je vous rappelle que dans cette courbe, c'est là que Berger a eu son accident. Senna vient de passer Berger à l'intérieur, tandis qu'ici c'est la Leyton House marche de Capelli qui est arrêtée. Et qui, semble-t-il, ne repartira pas. Effectivement, Capelli est sorti de son habitacle. Senna, attention, Patrese est passé devant Berger également. Excusez-moi, Boutsen, tout à fait. Boutsen donc. Oh, un gros carton, avec ici une Tyrrell en très mauvais état. On a vu la coque séparée du moteur. Ah, effectivement, c'est dans ce grand nuage de fumée, juste après le premier virage, qu'a eu lieu ce crash qui apparemment a concerné beaucoup de monde. J'espère qu'on va revenir sur cette image parce qu'on voudrait quand même bien savoir qui était sur cette Tyrrell, qui était dans un tel état. Enfin, on va savoir maintenant. Berger, Patrese, allez-y. Alors ça serait donc probablement le coéquipier d'Alesi qui serait Nakajima, qui est donc sorti. Apparemment sa voiture a beaucoup souffert. On espère que le pilote, ça va. Alors Philippe Streff, on va peut-être en venir déjà à ces problèmes de sécurité. On a dit tout à l'heure en ouverture du Grand Prix que les voitures avaient été améliorées. C'est-à-dire on a quand même l'impression que cette voiture était très abîmée. Ça n'est pas encore suffisant les mesures qui ont été prises. J'espère que Satoru Nakajima n'a pas été blessé. Comme l'a indiqué le président Balestre au début de l'émission, effectivement les voitures ont été vérifiées notamment au niveau de l'arceau de sécurité, ce qui était le point faible jusqu'à présent et qui a causé ma paralysie, comme vous le savez, lors du Grand Prix du Brésil 89. Et les arceaux de sécurité, à partir de ce Grand Prix d'Imola, sont contrôlés et donc résistent à vraiment une forte pression de plus de 7 tonnes. Et c'était le dernier point important à vérifier. Senna est en tête avec 1 seconde et demie d'avance déjà sur Boutsen et sur Berger, mais vous avez vu en plusieurs occasions que Berger se plaçait en position d'attaque sur Boutsen. C'est dire que la William Renault du pilote belge l'a peut-être surpris, mais en tout cas l'Autrichien Gerhard Berger n'est pas prêt de laisser partir son équipier Ayrton Senna pour une échappée. Au stand, c'est Moreno que vous voyez en haut à gauche, oui, dans votre écran. Boutsen, Berger, Patrese, Alesi, Mansell, Prost, Piquet, Nannini, Senna devant vous, et toujours la petite bagarre Boutsen-Berger. Et les deux Benetton toujours. Alors ce que l'on peut voir déjà là tout de suite, c'est que contrairement à ce qu'on avait vu pour la dernière séance de qualification, le très grand écart entre les McLaren Honda et le reste du peloton, eh bien vous pouvez constater que dans ces premiers tours, toutes les performances sont resserrées. Voilà donc les positions des 6 premiers à l'issue du premier tour, selon nos confrères de la télévision italienne. Bon, on pensait qu'effectivement Senna allait faire un départ très canon. Il a fait un beau départ. Attention, il y a eu une tentative de Berger sur Boutsen. C'est pas passé. En tout cas, Senna pour l'instant a pas largué le monde. Il est devant, certes, mais enfin on le voit encore tout à fait. Donc ça nous promet de toute façon un bon début de Grand Prix. Et ben voilà le replay sur l'accident du départ. Effectivement, lorsque cette Ferrari est partie sur le bas-côté, il y a eu un nuage qui, d'une part, nous a caché ce qui s'est un petit peu passé. Voilà. C'est derrière, c'est le nuage de Mansell qui nous a caché ce qui s'est passé derrière. Et derrière, c'est Nakajima qui est parti dans le décor. Qui s'est envolé d'ailleurs et qui a percuté le mur assez violemment, ce qui explique l'état de sa voiture. Alors c'est assez curieux parce que les Williams en principe devaient, si j'ose m'exprimer ainsi, aller doucement. Voilà un replay. On a vu un tête à queue ici d'une Lotus qui revient, oh là 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 là, ça c'est Donnelly qui est dans une drôle de situation. Donc je disais, les William Renault ont des petits problèmes de frein, certes qui ont été arrangés, je dirais presque réparés pour la course, mais il est étonnant de voir Boutsen dans cette position résister à Berger. Pirot avec ça Dallara Ford qui a dû partir en tête à queue. Décidément, pour ce Grand Prix qui se passe en Italie, ça se passe pas très bien pour les pilotes italiens. Capelli, Pirot, ça fait quand même, ça en fait deux qui s'arrêtent, alors que toujours en tête, là on n'y est pas en ce moment tout à fait sur l'image, on vous confirme que Senna est toujours en tête devant Boutsen, Berger, Patrese et Alesi qui se défend extrêmement bien puisque Alesi pensait avec son petit moteur ne pas pouvoir jouer avec les grands, avec les gros bras. Regardez comme il se défend bien. Vous tellement bien que Mansell vient à peine de le passer maintenant dans le troisième tour et Alesi recommence. Vous voyez qu'il a presque une meilleure traction que la Ferrari en sortie
Mais ce qu'on peut regarder, c'est que Mansell déjà fume, la Ferrari de Mansell fume à l'arrière. Alors est-ce un trop plein d'huile ou est-ce déjà la boîte de vitesse? Ici c'est un replay. C'est un replay. Voilà le tête à queue de Pirot que nous avons vu tout à l'heure. Et il s'arrête avant le rail de sécurité. Allez-y, quand même extraordinaire parce qu'il a quand même couvert près de 3 tours devant les deux Ferrari. Il y a quand même une différence d'écart et de puissance entre les deux voitures, entre la modeste Tyrrell Ford à moteur V8 et la Ferrari à moteur V12. Effectivement, Jean-Louis, il y a plus de 10 km/h en ligne droite et Ken Tyrrell lui-même me disait qu'il avait donné comme consigne à Jean Alesi d'attendre derrière les 6 meilleurs. Oui, Senna dehors qui a été poussé. Je pense que Senna a eu un problème. Et donc c'est Boutsen qui est en tête de la course maintenant. Excusez-moi de vous avoir coupé Philippe, mais je ne sais pas si Senna a dû ralentir et a été poussé, je veux dire, moralement en dehors de la piste par Boutsen et Berger. Ici nous sommes à la courbe de Rivazza. En tous les cas, Senna est dehors et c'est fini pour lui. En tête Boutsen, devant Berger, soit la Williams Renault, devant la Ferrari, devant la McLaren Honda. Alors ce qui est extraordinaire, Jean-Louis, c'est qu'au moment où Senna est sorti, il y a eu un hurlement dans la foule. Évidemment, Senna, ici c'est un peu l'ennemi parce que c'est le garçon qui normalement devrait battre les Ferrari. Alors apparemment, Senna... Ouais, il a crevé, ouais, voilà. Il a crevé. Voilà l'histoire, il a crevé. Alors, je ne pense pas qu'il est harponné. Voilà le reflet de la sortie de route. Voilà la séquence. Senna lève le pied naturellement. Il manque son freinage à Rivazza, ça on le comprend aussi. Boutsen passe. Senna pense rester sur la piste, mais il y a Berger, c'est trop tard. Effectivement, ayant crevé à l'arrière droit, la roue avant gauche a été délestée. Il a bloqué la roue avant gauche qui explique cette sortie de Senna. Donc ça c'est bon, de toute façon on a vu Senna sortir de sa voiture, c'est l'abandon et c'est donc le leadership de Boutsen sur la Williams Renault. Oui Jean-Louis, on peut constater que Senna a sans doute crevé un pneu sur les débris de l'accident Nakajima-Capelli. Et c'est en effet dans la zone qui suit que cette crevaison s'est produite. Merci Pierre Van Vliet de cette précision. Et nous avons là, tandis qu'à droite, vous avez vu la McLaren de Senna arrêtée, nous avons Thierry Boutsen et la Williams Renault devant Gerhard Berger et la McLaren Honda. Il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux voitures à l'issue du 4e tour. Berger passe devant les stands, tandis que maintenant, bien vous voyez Senna, déçu, qui rentre à son stand. Le Grand Prix de Saint-Marin est fini pour lui. Ah, effectivement, c'est extrêmement grave ce qui vient. Enfin, c'est grave pour le moral et c'est grave pour le résultat ce qui vient d'arriver au pilote brésilien alors que nous entrons dans le 5e tour. Boutsen en tête avec pas tout à fait une seconde d'avance sur Gerhard Berger. Alors, puisque Boutsen est en tête, nous avions été voir Thierry avant ce Grand Prix pour lui demander ce qu'il allait faire parce qu'il avait quand même une sérieuse revanche à prendre sur le Grand Prix du Brésil. Alors on peut peut-être écouter un petit peu Boutsen, ça tombe bien, il est en tête de course et puis on interrompra peut-être Thierry si effectivement Berger revient à sa hauteur. Allez Thierry. Par rapport au Grand Prix du Brésil, vous avez une revanche à prendre. Oui, c'est sûr. J'espère que tout va bien se passer ici. Donc on a une bonne voiture, elle est toujours aussi bonne qu'au Brésil. Ça a bien marché pendant les essais de cet après-midi. Donc je suis content à ce niveau-là. J'avais eu des gros problèmes la séance de vendredi avec un amortisseur qui s'était coincé, un tout nouveau, qui n'a pas fonctionné. Alors j'avais beaucoup de problèmes mis au point, mais ça s'est résolu aujourd'hui. J'ai une voiture compétitive, ça marche bien avec le plein également. J'ai pu voir ça pendant les essais du matin, donc j'espère que ça marchera bien toute la course. On a parlé de problèmes de frein à votre sujet. Mais on a eu beaucoup de problèmes de frein, c'est vrai. On a un système de freinage un petit peu limite. Et j'ai beaucoup insisté sur le problème parce que celui qui va gagner la course sera celui qui n'aura pas de problème de frein pendant toute la course. Alors le fait d'insister a fait qu'on s'y est mis vraiment d'arrache-pied. On a essayé de trouver une solution convenable pour ces freins. Et cet après-midi, ça allait beaucoup mieux déjà qu'auparavant. Et j'espère que pour demain, ce sera parfait. Pour l'instant, après le 5e tour et alors que les pilotes sont dans le 6e tour, le classement est le suivant. Boutsen, 2e Berger à 8 dixièmes, Patrese à 4 secondes et demie, Mansell à 5 secondes 6, Prost à 9 secondes 2, Alesi à 9 secondes 9, Nannini à 10 secondes 5 et je vous fais remarquer qu'il manque Nelson Piquet qui a abandonné quelque part sur le circuit, on ne l'a pas vu. 8e Derek Warwick à 14 secondes, le 9e est Eric Bernard et sa Larousse Lamborghini à 17 secondes. On suit Mansell et c'est intéressant parce que nous vous l'avons signalé il y a déjà 2 tours, la Ferrari émet une fumée un petit peu inquiétante quand même.
Alors il est peut-être temps d'en venir à ces Ferrari. Il est évident que nous sommes sur un circuit qui s'appelle Ferrari. Nous sommes dans un pays, Imola en fait, c'est à quelques kilomètres de l'usine Ferrari. Il y a 200 000 personnes qui sont venues voir gagner les Ferrari. Est-ce qu'on peut dire, bon, on aura encore l'occasion de parler des Ferrari pendant ce Grand Prix, mais Jean-Louis, a priori, on n'a pas tout à fait l'impression qu'elles étaient capables de le gagner, ce Grand Prix d'Imola. Eh bien non, elles ne sont pas en très très bonne position, les Ferrari, parce que pour ce qui concerne la nouvelle Ferrari, la 641-2, appelons-la l'évolution, Mansell l'utilise cette voiture, mais Alain Prost, lui, a préféré utiliser ce châssis avec ses suspensions, mais il a préféré également la carrosserie de l'ancienne 641. Pour quelle raison? Eh bien, à cause des nouveaux rétroviseurs, à cause également de sa position de pilotage, Prost est extrêmement gêné par les turbulences émises par le nouveau capot avant de la 641-2. En conséquence, il a le capot de l'ancienne 641 et il en a également les prises d'air sur le côté, alors que vous voyez Mansell qui est ici à la poursuite de Ricardo Patrese. Mansell, lui, a la nouvelle évolution en totalité. Jean-Louis, Nelson Piquet a fait un tête à queue alors qu'il était devant Alain Prost en début de course, mais il a pu reprendre la piste. Il est donc toujours en course, Nelson Piquet, sur la Benetton. Merci Pierre Van Vliet qui, je vous le rappelle, est dans les stands, toujours à l'affût d'informations bien sûr, et puis surtout toujours prêt à aller voir dans les stands ce qui se passe s'il y avait un incident ou le retour d'un pilote. Retour donc à la course. Alors on constate que effectivement Alesi est en 6e position. Alesi qui nous avait dit qu'en fait théoriquement il pouvait pas se battre avec les gros bras. Alors Philippe Stress était en train de nous expliquer que normalement c'était un combat désespéré. Le fait que Senna ne soit plus là va peut-être permettre à Alesi de rentrer dans les points avec un peu plus de facilité. Exactement. Bon, Ken Tyrrell lui a demandé d'attendre derrière les 6 meilleurs, donc les 3 écuries de pointe, que la situation se décante. Avec l'abandon de Senna, Alesi est déjà dans les points, donc il respecte à la lettre la consigne de Ken Tyrrell et de toute façon avec 10 km d'écart en ligne droite, Imola étant un circuit très rapide, c'est pas possible pour Jean Alesi de se bagarrer avec les 6 premiers. Bon, dites-moi Philippe, on imagine quand même que les pilotes en Grand Prix, ils peuvent pas trop s'occuper de ce qui se passe sur les côtés. Ils voient d'abord la piste, éventuellement la voiture qui est devant et la voiture qui est derrière. Au passage tout à l'heure, Alesi a vu que c'était Senna qui était dans le sable, ou on lui a signalé par radio, par panotage? Non, je pense que par le panneau, le tour suivant, il a su que donc il avait gagné une place, pas nécessairement donc en voyant Senna abandonné, mais surtout sur son panneau. D'accord. Alors nous suivons toujours Patrese et Mansell. Alors ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que Patrese a choisi une solution de pneus qui est une solution résistante. Il a choisi 4B, ce sont donc des pneus de course durs. Et Mansell, lui, a choisi des pneus C. Donc en principe, Mansell devrait être plus à l'attaque de Patrese et pourquoi pas devant. Or ce n'est pas le cas. Et ce que l'on peut signaler également, voici Piquet que j'avais annoncé tout à l'heure, il n'était pas repassé à sa place, donc je l'avais annoncé abandonné, il était en tête à queue. Pardonnez-moi, voici Piquet qui est dans sa remontée et qui est maintenant derrière Eric Bernard. Vous nous voici à l'intérieur de la Benetton Ford. Piquet qui est en 11e position et qui effectivement a du terrain à rattraper et des voitures à doubler, ce qui va nous permettre effectivement de très belles images. Allez, on reste sur Piquet. Il est vraiment tout près. Et quand nous parlions de rétroviseurs, eh bien ici vous pouvez constater que la taille de ces rétroviseurs a nettement changé. Ça ne doit pas être très drôle d'avoir un garçon comme Piquet juste derrière. Il doit souffrir là, notre ami. On a quand même remarqué que le 12 cylindres Lamborghini à l'accélération était pas mal. Mais à l'aspiration, par contre, Piquet déboîte imparablement. Il a raison de se placer là, car voilà, il se retrouve à l'intérieur, tandis qu'ici Barilla a fait une jolie figure, et ça c'était dans la sortie de la chicane avant les stands. Voilà, Piquet est passé. Piquet est passé. Alors ce qui est très curieux quand même, c'est que les voitures, je reviens sur le problème des pneus, les voitures équipées en pneus B sont toutes à la fête. Que ce soit les Williams Renault, que ce soit les Benetton. Oh là, une Tyrrell, Alesi, il y a un petit souci là. Je peut-être avoir un replay, mais enfin, il y a eu souci, manifestement.
je crois que la poussière qu'on a vue, c'est qu'elle indiquait qu'il avait été faire une légère excursion hors des... C'était voir un peu plus loin que le bitume, comment ça se passait, enfin j'espère. Apparemment, là, on nous prépare un replay. Il semble que Grouillard et Barilla se soient tendus pas seulement la main, là. Alors, c'est effectivement, voilà l'origine du tête à queue qu'on a vu tout à l'heure sur cette Minardi. Grouillard, lui, apparemment, s'en est bien sorti. Olivier Grouillard, un des pilotes français qui sont en course. On est dans le 10e tour, toujours le Belge Thierry Boutsen au volant de la Williams Renault en tête. Ah voilà, le replay, enfin un morceau de... Ah oui, il est bien sorti quand même, Jean Alési. C'était plus qu'une excursion, c'est carrément un tête à queue. Alors ce qu'il convient de dire à propos de la Tyrrell, Ford de Jean Alési et de celle de Nakashima, qui est plus en course, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'elles ont malgré leur EGAT des problèmes de frein. Et des problèmes de frein, vous allez voir, tout à fait curieux, pour être dans la certitude absolue. Chez Tyrrell, on avait monté les plus gros disques qui existent. Or, ces gros disques entraînaient des blocages intempestifs, ce qui est extrêmement perturbant pour le pilotage et même dangereux. Donc, Tyrrell a été obligé de faire marche arrière pour revenir à des disques plus fins. Et c'est peut-être ces petits problèmes qui commencent à perturber Jean Alési. Et bien entendu, effectivement, disque plus fin égale freinage d'une part peut-être moins puissant et surtout qui tiendra moins longtemps. Alors on voyait la tête de la course, là on voyait Boutsen et Berger, et puis Patrese, et puis Mansell, et il y a Prost qui est en embuscade, si j'ose dire, mais déjà quand même distancé. 3, 4, 7, près de plus de 10 secondes entre le leader qui est Thierry Boutsen et sa Williams Renault et la Ferrari du champion du monde en titre. Il y a une chose, ça fait quand même quelques semaines qu'on demande aux gens de chez Renault si leur moteur arrive à la hauteur du Honda. Mon cher Philippe Streff, il est manifeste qu'ici, le Renault tient complètement la dragée haute au moteur japonais. Effectivement, tout au long des essais, les Williams ont été les plus rapides en ligne droite. Ça s'explique d'une fait parce que le moteur Renault a bien évolué, mais aussi parce que les Williams emmènent moins d'appui sur leurs ailerons que les McLaren, ce qui explique que les McLaren soient plus rapides sur un tour, mais moins rapides en ligne droite. Enfin, en tout cas, c'est bien. J'imagine que nos amis de chez Williams et de chez Renault sont contents. Ils n'étaient pas contents du tout après le Grand Prix du Brésil. Ah oui, peut-être bien que la Ferrari a des soucis moteurs là. Il y a une fumée derrière qui commence à être certainement un gros souci. Ou de boîte de vitesse. Néanmoins, ce qui est intéressant de constater, c'est que les deux meilleurs tours en course pour l'instant sont le fait de Mansell et de Prost. Ça veut dire que les Ferrari sont peut-être en train de remonter. Elles se sont économisées pendant les tout premiers tours avec le plein d'essence et maintenant elles partent à l'attaque. On entre dans le 12e tour, toujours Boutsen devant Berger, Patrese, Mansell, Prost 5e. Alési a bien sûr perdu un peu de terrain tout à l'heure au moment de son tête à queue dans l'herbe. Et c'est Nannini qui a pris la 6e place. Vous savez, et si vous ne le savez pas, on vous l'apprend, que ce sont les 6 premiers qui marquent des points. Alési est maintenant 7e. Et puis vous voyez que la réponse ne s'est pas fait attendre. Les Ferrari avaient fait le meilleur tour en course. Eh bien, Boutsen a été prévenu et il vient de nous passer un 1 minute 29 secondes 84 millièmes qui lui donne à nouveau, lui, le meilleur tour. Ça veut dire qu'il a compris le message et qu'il repart lui aussi à l'attaque. Alors, puisque Philippe Streff tout à l'heure nous parlait des Renault, on va savoir un peu de l'intérieur. Attendez, on va rester quand même sur ces images avant de faire parler quelqu'un, parce que ce genre d'image, c'est trop rare, c'est trop beau, alors on les garde. C'est Piquet qui a eu du mal quand même, à déborder la Lotus Lamborghini de Derek Warwick. Vous voyez que le V12 quand même, ça a des chevaux. Qui abordait la descente de Rivazza. C'est toujours impressionnant. Le circuit d'Imola, vous savez, n'est pas un très beau circuit en soi. Les chicanes ne sont pas très bien faites, mais ce que l'on peut dire, c'est quand même qu'il est spectaculaire. Il est même dangereux d'ailleurs, mais il faut signaler quand même que les organisateurs multiplient les efforts pour le rendre encore plus sûr. Cette année, je sais que 3 milliards de livres ont été dépensés pour le remettre en forme à nouveau.
Alors Berger attaque, là, il vient de battre le record du tour. Alors pour l'instant, une Williams en tête, une Williams troisième, ça se passe très bien. On avait demandé avant le Grand Prix à Bernard Dudot, qui est un des patrons donc de Renault Sport, de nous expliquer comment il voyait l'avenir. Voilà, alors que Pat 13 vient de battre lui aussi le record du tour. C'est le moment, voici tout, vous saurez tout, sur le moteur Renault. Je pense qu'en course, les conditions seront un petit peu différentes. On sera plus proches les uns des autres. Les essais ont bien montré dans les conditions de course que quelques dixièmes séparaient les voitures les unes des autres. Je pense ça devrait faire un beau Grand Prix. Ici, il y a deux problèmes importants. Il y a la consommation et les freins. Alors sur ces deux plans. Eh bien, nous avons beaucoup travaillé sur le problème de frein. Vous vous souvenez qu'on a eu quelques petits soucis à Sao Paulo, donc c'est un problème pour nous, mais c'est un problème également difficile à régler pour tout le monde, mais je pense que ça devrait bien se passer. En ce qui concerne la consommation d'essence, dans l'évolution de notre dernier moteur, le RS2, on a pas mal travaillé, et un de nos soucis justement a été d'améliorer la consommation spécifique du moteur, et je crois que de ce côté-là, les progrès ont été sensibles. C'est-à-dire que vous passez juste, mais vous passez. Nous passons pas mal du tout. Eh bien, c'est ce qu'on peut souhaiter à Thierry Boutsen, qui est en tête de ce Grand Prix de Saint-Marin et qui est dans son 14e tour, à 1 seconde et 2 dixièmes devant Berger. Le 3e est Pat 13 à 4 secondes et 8 dixièmes. Le 5e est Mansell à 5 secondes et Prost est à environ 1 dizaine de secondes. Petit top F1. Voilà, c'était le premier top F1 de l'après-midi. Il faut que vous notiez les 3 premiers. Et puis essayez de ne pas vous tromper, parce que si la prochaine fois vous les notez aussi bien, on vous expliquera à la fin de ce Grand Prix que vous pourrez gagner des tas de choses intéressantes. Le premier top F1 donc, c'est fait. On retourne la course, nous sommes dans le 14e tour. Dans le 14e tour, avec toujours Boutsen et Berger. Apparemment, les deux hommes ont l'air, je dirais, de camper sur leur position. Alors, il y a peut-être là une tactique à observer. Celle de Boutsen, équipée de 4 pneus B coup dur, les plus durs, qui peut donc taper dans ses pneus, et celle de Berger, qui a peut-être un peu plus de puissance, ou peut-être une meilleure adhérence, mais Berger est équipé de pneus B à droite, c'est les plus durs, et c'est normal parce que le circuit n'arrive pas à tourner vers la gauche, et de pneus C à gauche, donc pour être très performant. Il y a là un point de comparaison intéressant. Les pneus durs, en tout état de cause, on prévoit qu'ils fassent tout le Grand Prix. Normalement, il n'y a pas de changement, parce que s'il y a quand même un changement avec les pneus durs, c'est pas... ça on le sait plutôt en fin de Grand Prix, en fait. Oui, il n'y a pas de certitude absolue à ce point de vue, Jean-Louis. Mais par contre, Thierry Boutsen me disait tout à l'heure que, comme Philippe Streiff l'a précisé, la Williams a moins d'appui aérodynamique que la McLaren, et donc elle a tendance à glisser, à déraper un peu plus, et peut-être à détériorer ses pneumatiques. C'est la raison pour laquelle les deux Williams ont choisi des pneus durs. Oui, puis aussi Pierre Van Vliet, merci de votre intervention. Il faut dire que si on a moins d'adhérence, on peut également économiser un peu ses freins, et on sait que le problème est assez aigu pour les Williams. Et puis moins d'appui, ça veut dire quand même une meilleure vitesse de pointe. Et ici à Imola, où les voitures frôlent les 310 km/h en vitesse de pointe, c'est peut-être un gain important. Effectivement, Jean-Louis, à Imola, le seul endroit pour dépasser, c'est le bout de la ligne droite. Donc il est très important d'avoir une bonne vitesse de pointe pour pouvoir tenir sa position en course. Ce qu'on voit là-bas, dans cet encadré dans l'écran, c'était le premier changement de pneu, je crois, de ce Grand Prix de Saint-Marin, et qui concernait Mauricio Gugelmin. Seizième tour, toujours Boutsen devant la McLaren de Berger, Boutsen sur la Williams Renault, deuxième Berger, alors que nous sommes dans les stands à bord de la voiture de Gugelmin. Et le changement de pneu s'éternise. En réalité, ce n'est pas un changement de pneu, c'est un problème mécanique qui a obligé Mauricio Gugelmin à rentrer au stand. Un problème de transmission, semble-t-il. En tout cas, c'est dommage, puisque Capelli a disparu dans l'accident du premier tour avec Nakajima. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les marches Leyton Nose à pareil effet, puisque Gugelmin s'était qualifié en 6e ligne sur la grille de départ. Donc terminé pour le team, terminé. En tout cas, les espoirs sont bien loin pour le team Leyton House March.
Ce qui veut dire aussi qu'il ne nous reste plus que 2 caméras embarquées, celle des 2 Benetton. On a vu tout à l'heure, lorsque on soulevait le capot de la marche, la caméra qui éclairait vers le ciel, si j'ose dire, et donc qui savait tout ce qui lui arrivait, pauvre caméra. Effectivement, on a perdu 2 caméramens. Voilà, un ralenti pour nous montrer Alboreto. Non, mais ça, c'est une erreur du réalisateur. Ah oui, parce qu'il n'est pas, il n'est pas en course, Alboreto. N'est pas qualifié. Extraordinaire. Ah, il faut noter quand même que Berger se rapproche un petit peu de Boutsen. Il y avait un peu plus d'une seconde tout à l'heure. Il y a eu 0,4 secondes, c'est-à-dire 4 dixièmes au 15e tour, et on est à 7 dixièmes au 16e tour. C'est presque la moitié de gagné. Et hélas, notre brave Jean Alesi a été un petit peu impétueux en début de course. Pour ceux qui seraient arrivés un tout petit peu en retard, on leur dit la position des Français. Donc Prost est pour l'instant 5e et Alesi 7e. Avec une amélioration du meilleur temps pour Nigel Mansell, actuellement en 4e position. Mais on a cru discerner sur la voiture de Mansell un peu de fumée. Ben voilà. Alesi et Nelson Piquet. Et voilà. De l'avantage. Ah oui, presque frustrant là. La bagarre n'a pas duré bien longtemps. Et vous voyez qu'Alesi n'a pas insisté. Alesi n'a pas insisté. Tout d'abord parce que son V8 est quand même... Oh là, et en plus, il a des problèmes avec ses pneumatiques. Son V8 Ford compétition client est moins brillant que le V8 Ford d'usine de Nelson Piquet. Et puis, Nelson Piquet, on n'est pas champion du monde 3 fois par hasard, n'est-ce pas? Voilà, le replay. Et à ce propos d'ailleurs, il faut citer une anecdote assez drôle. Sandro Nannini, l'équipier de Piquet, ne pensait pas que Nelson était aussi rapide. Il l'a confié à ses amis et il a même confié à Ricardo Patrese qui lui a dit mais mon pauvre Sandro, tu ne crois pas qu'on est champion du monde 3 fois en se promenant avec un volant dans les mains. Arrêt au stand de Thierry Boutsen. Arrêt au stand de Thierry Boutsen avec une fumée à l'arrière qui laisse peu de chances de le voir repartir. Problème de frein ou bien un problème plus important, une fuite d'huile au moteur, c'est fini. C'est l'abandon de la course. Thierry Boutsen sur Williams Renault. Et oui, il est arrivé, il a coupé son moteur, signe inéluctable qu'il allait abandonner. C'est terminé pour Thierry Boutsen et c'est dommage, c'est une fuite d'huile, nous a dit Pierre Van Vliet. Et là, ça c'est irrémédiable, c'est inéluctable et ça nous donne en tête Gerhard Berger au 18e tour. Avec sa McLaren Honda devant Ricardo Patrese à 1 seconde 6. Ricardo Patrese qui pilote la seule Williams Renault encore en course. Le 3e est Mansell, le 4e est Prost, le 5e Nannini, le 6e Piquet, le 7e Alesi. Pour ce qui concerne les écarts, Patrese est à 8 dixièmes de Boutsen. Patrese, pardon, excusez-moi, est à 1 seconde 6 de Berger. Mansell est à 2 secondes 3 de Berger. Ce qui veut dire en toute état de course, oh là. Oui, ça c'est Thierry qui a dû sentir son moteur coupé et qui est obligé de s'écarter. Et naturellement, Berger est rentré directement dans la brèche. Ça, il n'y a rien à dire. Alors donc il n'y a plus qu'une seule McLaren en course, ça depuis pratiquement le début, il n'y a plus qu'une seule Renault en course également, avec 2 Ferrari. En fait on pensait que les Ferrari étaient peut-être les voitures les mieux fiables, et bien pour l'instant ça se passe plutôt bien, avec Mansell à l'attaque pour la 2e place sur Ricardo Patrese. Il se fait très pressant et vous voyez que maintenant le Grand Prix est complètement relancé. Berger avec Thierry Boutsen dans les stands, un problème de boîte pour la Williams Thierry. Un problème de sélection de boîte, j'ai un rapport qui a sauté et au lieu d'avoir la 3e vitesse, il y a la première qui s'est mise à la place de la 3e qui fait que le moteur a pris un sur-régime et l'a cassé. Thierry, vous étiez en tête assez facilement. Que s'est-il passé en début de course? Comment expliquer ce comportement impressionnant avec les pneus durs? La voiture marchait bien, on l'avait bien réglée et puis j'avais pas de problème, les freins fonctionnaient bien aussi après beaucoup d'efforts. Tous les essais qu'on a fait ici, les freins fonctionnaient bien, j'étais très content du résultat. Seulement, ce problème de boîte de vitesse, c'est un problème qu'on doit absolument résoudre. On a un problème comme ça qui est constant, qui nous cause ces tas de problèmes. On doit résoudre ça pour la prochaine course. Réception de boîte.
sur le film du moteur. Thierry, maintenant, il vous reste plus qu'à croiser les doigts pour Ricardo Patrese et votre équipier. Sa voiture doit aller aussi bien que la mienne. Je crois qu'il n'aura aucun problème pour l'emporter. Merci Thierry Boutsen, le héros de début de course. Et on retrouve ici Mansell en troisième position à la chasse de Patrese qui est juste devant lui et de Berger qui est en tête. Et là, je le disais avant que Pierre Van Vliet n'intervienne, on assiste à un relancement, à une relance complète du Grand Prix de Saint-Marin au moment où les trois hommes de tête sont regroupés et où on aborde le dépassement des premiers attardés. Vous avez vu Berger qui a dépassé Barilla, qui était la lanterne rouge de ce Grand Prix. Enfin, Barilla l'a laissé passer parce que forcément c'est une bonne patte. Bon, nous sommes dans le 20e tour. 20e tour avec toujours Berger en tête, Patrese, Mansell, Prost, Daniel Piquet. Ça fait un très très beau début de Grand Prix. Enfin, c'est même plus le début, la 20e tour. On est presque dans le premier tiers. Bon, c'est sûr que c'est dommage pour les garçons qui se sont arrêtés. Oula, ça commence à glisser fort. C'est quand même un circuit d'une part très très rapide et il y a quand même beaucoup de pièges. Hein. Pendant les essais, il y en a un paquet qui sont sortis. Et puis là, surtout, vous avez quand même une McLaren Honda, une Williams Renault et deux Ferrari en moins de 6 secondes. En moins de 6 secondes. Ça veut dire que le Grand Prix, tout peut arriver, n'est-ce pas? Ah, effectivement, on était quelques-uns dans le parc à avoir peur d'un Grand Prix où il y en a un qui partirait en tirant sa révérence. Et ben, c'est pas du tout le cas. C'est génial, il reste à espérer que ça dure 60 tours. Faudrait quand même pas qu'ils tombent en panne les uns après les autres comme ça, parce que, bon, enfin, ça serait bien pour ceux qui sont derrière. Bon, enfin, c'est quand même les gros bras, ce sont les héros de la F1. Si la F1 ça marche à la télévision, c'est parce qu'ils sont là, alors restez quand même avec nous et surtout continuez à vous bagarrer. Espérons pour Mansell que sa fuite d'huile ne soit pas irrémédiable parce que j'ai l'impression que son moteur ou sa boîte de vitesse fume de plus en plus. Et oui, et Mansell quand même qui est quand même comme un chien enragé dans l'aileron de Patrese, ça va arriver. Attention, là c'est deux pilotes qui ne sont pas tendres du tout. Les voilà la tosse, là, Mansell est à l'intérieur, un petit peu de blocage, une petite fumée. Attention, Patrese essaye tout. Non, je crois que là c'est fait. Alors, il y a une chose extraordinaire. Mansell est en seconde position maintenant derrière Berger. Il y a une chose extraordinaire, Jean-Louis, c'est qu'au moment où Mansell, qui n'est pas italien, a dépassé Patrese, qui est italien, et ben la foule qui est en bas de nous, là pourtant on est séparés par une vitre, elle s'est mise à hurler. C'est quand même extraordinaire de savoir à quel point cette foule est folle venue. Enfin, elle est folle de Ferrari et finalement c'est plus la nationalité du pilote qui compte, c'est bien la couleur rouge de la Ferrari. Et voilà Mansell en deuxième position. Il va rattraper d'ailleurs Olivier Grouillard, à qui il va prendre un tour. Vous voyez Lozella devant. Voilà le classement qui apparaît sur votre écran. Tout le monde est regroupé et Prost maintenant est dans les roues de Patrese pratiquement. Ce qui va nous donner... Grouillard a ralenti légèrement Mansell, ça c'est normal. Voilà, là Mansell va déborder Grouillard. Et ça va être la ruée derrière Berger. Berger en tête. Mansell à 4 secondes 9. Patrese à 5 secondes 7. Et Prost à 6 secondes 6. Alors du coup ça voudrait dire que Jean Alesi va peut-être pouvoir remonter un peu. Mais Alesi ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'image de lui. Alors on n'est pas très au courant de ce qui se passe. En tout cas, il est très retardé. Vous avez vu que Prost également a dépassé Grouillard. Il a pris un tour. Quel Grand Prix magnifique, quel Grand Prix magnifique. Et ben Alesi est toujours 7e. Hein. Il ne parvient pas à rentrer dans la position qui pourrait l'amener dans les points. Mais enfin, peut-être que sa sortie de route tout à l'heure a un peu endommagé la voiture aussi. Vous savez, Jean-Louis, si nous avons un ordre logique, Berger, Mansell, Patrese, Prost, moins les abandons bien entendu, ça fait quand même les McLaren Honda, les Williams Renault, les Ferrari devant et les deux Benetton derrière ce paquet des gros bras. Alors pour revenir à la panne de Boutsen, il faut vous dire que ça c'est un peu le drame de l'écurie Williams Renault, non pas pour ce qui concerne Renault mais pour ce qui concerne Williams et la boîte de vitesse transversale. La boîte de vitesse transversale, avec l'accélération dans les virages, a tendance à changer toute seule de vitesse. C'est-à-dire que les pignons partent eux-mêmes. À ce moment-là, vous êtes obligé de durcir le verrouillage de la boîte et c'est là que les rapports deviennent évidemment très difficiles à passer. Alors le choix est crucial. Le débat est cornélien.
Johnny Reeves vient de nous passer les positions de quelques pilotes. Éric Bernard, 9e, Philippe Alliot, 11e et Nicolas Larini sur l'autre ligier, 12e. Merci Johnny. Bon, on peut pas vraiment considérer que la course soit calme, d'autant plus qu'on vient de voir un gros plan là sur l'arrière de la Ferrari de Mansell et que ça n'a pas l'air d'être franchement la joie. Arrêt au stand, Jean Alési. Jean Alési qui rentre au stand probablement pour changer de pneumatique. On se souvient qu'il a fait un tête à queue qui ont dû mettre mal ses pneumatiques tout à l'heure en début de course. Jean Alési sur la Tyrrell, 7e au stand, il repart après un arrêt très rapide. 9 secondes 16 l'arrêt d'Alési, 9 secondes 16, c'est pas mal. C'est pas mal pour une équipe qui n'a pas tellement l'habitude de changer les pneus en course, comme Ferrari, Williams Renault ou McLaren. Bon, on va passer un tout petit écran de pub. Bien entendu, à Paris, pendant cet écran de pub, on enregistre le Grand Prix. Et si quelque chose d'essentiel se passait pendant la pub, on vous repasserait bien sûr le passage en question et qui serait commenté à ce moment-là par Roger Isabelle à Paris. À vous Paris. Eh bien, Mansell vient de se faire une jolie frayeur, mon cher Jean-Louis, alors qu'on a eu l'impression que sur son stand, il s'apprêtait à recevoir une des deux Ferrari. Voilà, replay sur cet incident, avant qu'on vous donne les positions. Ah oui, bah effectivement, je parlais de frayeur, ça aurait été une belle. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que De Cesaris, c'est la 3e fois qu'il fait ça depuis le début de ce Grand Prix, c'est-à-dire il a sorti Nannini, vous l'avez vu dans Automoto, il a failli sortir Piquet hier, il a fait la même chose, il ne voit pas dans ses rétroviseurs et il vient de faire la même chose à Mansell et ça c'est quelque chose que la Fédération internationale se doit de contrôler maintenant. On ne peut plus permettre des choses comme ça sur les Grands Prix. Là, Mansell a failli partir pratiquement vers la sortie de piste irrémédiable et peut-être même, si c'est plus grave, en tonneau, et ça c'est un scandale. Jean-Louis Bernard. D'autant plus qu'effectivement, quand il s'agissait d'Ayrton Senna pour des choses beaucoup moins graves que ça, la fédération a bougé. Alors on peut imaginer qu'effectivement De Cesaris se fasse, comme on dit, remonter les bretelles. Alors les positions, 27e tour, Gerhard Berger sur la McLaren, 2e Mansell sur la Ferrari, 3e Patrese sur la Williams Renault, 4e Prost, 5e Prost sur la Ferrari, 5e Nannini, 6e Piquet. Voilà ce qui se passe pour les 6 premières places. Alési étant maintenant en 9e position. Vous avez vu que Prost a pris tout son temps pour dépasser ce fou furieux de Cesaris, puisqu'il a été aux premières loges pour voir l'accrochage entre De Cesaris et Mansell. Enfin, Mansell continue, mais il est maintenant à 6 secondes de 3 de Berger et de la McLaren Honda de tête. Vous avez vu également un panneau dans le stand Ferrari, Prost, box, dans 4 tours. Et voilà Prost, il est au stand Alain Prost pour un changement de pneumatique, même s'il a pris des pneus durs. En tout cas, on n'était pas tout à fait sûr et il repart à un arrêt extrêmement rapide. 6,70, c'est un des records dans le genre. C'est un des records dans le genre. Attention, ça va également relancer la course car Prost était en principe parti avec des pneus durs. Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer qu'il irait quand même au-delà du 28e tour. On n'est même pas à la mi-course et il a fallu changer. Il y a un doute sur les pneus de Prost au départ, puisque chez Ferrari, eh bien, on joue un peu l'intox. Vous savez, c'est un peu la guerre psychologique entre les grandes écuries. Et chez Ferrari, eh bien, on avait bien camouflé les numéros de série des pneumatiques et même les ingénieurs, les techniciens de Goodyear, le manufacturier de pneus, ne savaient pas quelle pneumatique Ferrari avait choisi pour la voiture de Prost. On penchait pour des pneus durs et finalement il semble que Prost soit quand même parti en pneus tendres et en tout cas il a effectué son arrêt avant tout le monde. Sans doute bien joué aussi, c'est la stratégie de Prost qui sera peut-être très payante à l'arrivée. Ah, il y a vraiment non seulement une guerre des pneus, mais une guerre des nerfs autour des pneus. Philippe Stress, tout à l'heure, vous souhaitiez dire quelque chose sur cette guerre des pneus, parce que ça date depuis les essais. Ça. Oui, Pierre vient de nous apprendre quelque chose. Il y a une guerre également entre les écuries étant équipées du même manufacturier, mais il y a également la guerre des pneus entre Pirelli et Goodyear, sachant que Pirelli a un léger avantage aux essais, non pas en performance, puisque Goodyear a la chance d'équiper les meilleures écuries, mais en tentative, puisque vous savez que les écuries sont limitées à 2 trains de pneus pendant l'heure d'essai, et Pirelli retaille ses trains, ce qui fait 4 tentatives pour chaque pilote équipé de Pirelli, contre 2 pour les pilotes équipés en Goodyear, donc c'est une chance supplémentaire pour ces pilotes.
Alors à propos de pneus, Jean-Louis, j'avais deux chiffres quand même intéressants. Goodyear est venu ici avec 2350 pneus et Pirelli avec 900 pneus. Bon, ce qui est un petit peu logique dans la mesure où Pirelli n'équipe que 8 équipes contre 16 à Goodyear. Mais enfin quand même, ça fait au total 3200 pneus pour 26 voitures. C'est bien, sympa quand même. Ça coûte cher hein, en pneumatique, une course de Formule 1. Alors Gerhard Berger en tête, avec une avance qui n'est pas confortable, mais quand même, qui est de 6 secondes et 4 dixièmes. À mi-course, disons qu'il n'est pas obligé de puiser dans ses dernières réserves, et c'est intéressant parce que, je vous le disais tout à l'heure, Berger a choisi des pneus durs à droite, des pneus semi-tendres à gauche, et qu'il apparaît en tout cas, avec le comportement de la McLaren, que c'est la bonne solution. Voilà, on est en ce moment dans l'hélicoptère qui est au-dessus du circuit, ce qui vous permet de voir la foule absolument considérable qui est venue ici à Imola, en espérant bien sûr voir gagner une Ferrari. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire elles sont pas loin. On estime cette foule à 200, en tout cas 100 000 personnes payantes et au moins autant de personnes qui ont resquillé. On est allé voir ce matin autour, c'est fabuleux, le génie des Italiens pour voir la course sans payer, extraordinaire. En tout cas, 200 000 personnes autour de ce circuit. Gugelmin sur ce petit encadré, Gugelmin dont les problèmes techniques de moteur ne sont pas encore résolus. Et De Cesaris est dans les stands également, il ouvre le bal des changements de pneumatiques pour les concurrents équipés de Pirelli. De Cesaris qui repart. Merci Pierre, merci de votre intervention. Ici à l'image, Alain Prost. Oui, Prost, effectivement, oui, Prost qui est revenu en 5e position après son arrêt pneu. Premier Berger, deuxième Mansell, troisième Patrese, quatrième Nannini, cinquième Prost, sixième Piquet. Les écarts derrière Berger que vous avez à l'image. Mansell est à 5 secondes 2, Patrese à 7 secondes 6, Nannini à 13,9, Prost à 28,0, Piquet à 29,5, Warwick à 1 minute 1 seconde, Alesi 1,2, Donnelly 1,5, Bernard 1,8, Larini 1,27. Philippe Alliot en 12e position est à 1 tour, de même que De Cesaris qui s'est arrêté, on l'a vu. Leto, Modena, Foytek, Brouillard, Barilla et Gugelmin sont à 1 tour également. A noter que Philippe Alliot s'est déjà arrêté pour changer de pneumatique également. On dit signale que Alesi, c'est Johnny qui nous passe un petit papier, Alesi a passé Warwick. Effectivement, il est 7e, Jean Alesi. Et Larini vient de changer de pneu à son tour. On est à peu près à la moitié du Grand Prix, un petit peu au-dessus, 31e tour sur 61, je vous le rappelle. C'est un circuit très très rapide, donc il est probable que le Grand Prix lui-même sera pas très long, à moins bien sûr qu'il y ait ou de gros incidents ou bien qu'il se mette à pleuvoir. Pour l'instant, c'est pas le cas, les gros nuages ont disparu, la situation est moins orageuse qu'en début de Grand Prix. Là, on est vraiment dans le Grand Beau. À propos de Grand Beau, dans un habitacle comme ça, quand il fait si chaud à l'extérieur, quelle peut être la température intérieure? C'est diabolique. Ils perdent des litres d'eau, ces pilotes, pendant un Grand Prix. Ah, on peut dire globalement qu'un pilote qui se donne beaucoup perd environ 5 kilos, Philippe. Oui, c'est à peu près ça. C'est pour ça que nous nous alimentons énormément avant la course. Du matin jusqu'au départ, on boit en général entre 3 et 4 litres d'eau parce qu'on élimine énormément pendant le Grand Prix et on perd effectivement 4 à 5 kilos. Et pendant le Grand Prix, il y a une possibilité de boire. Certaines voitures sont équipées d'un système pour bien sûr boire. Pratiquement chaque pilote sont équipés d'une pipette et on arrive à boire 1 litre à 1 litre et demi pendant la course, ce qui est très important donc au niveau de l'endurance. Alors il est en train de se passer quelque chose maintenant, c'est-à-dire qu'à la faveur du dépassement des attardés, maintenant tout ça s'est éclairci et on peut constater que Mansell est revenu à 3 secondes de Berger. Voilà la caméra du Mansell et vous avez devant Berger et vous pouvez voir qu'il y a quand même un écart assez court maintenant. Assez court. Intéressant. Ferrari va relancer son Grand Prix, si j'ose dire. Ce qui est important pour toujours la guerre des nerfs, c'est qu'effectivement Mansell voit tout à fait l'arrière de la voiture qui est devant lui et l'autre il le voit dans les rétroviseurs, donc c'est bien. C'est en train de se resserrer. La situation est idéale finalement, un Grand Prix où on se bagarre avec 3 voitures en tête qui sont relativement proches les unes des autres, c'est parfait. Matérialisé ici sur ce croquis par 3 petits points. Il faut espérer pour Patrese qu'il ait encore des tir-off, c'est-à-dire des survisières
parce que Mansell perdant beaucoup d'huile, Patrese doit avoir du mal donc à pouvoir nettoyer correctement sa visière. Oui, quand vous parlez de tirant, il s'agit de visières qui sont empilées les unes sur les autres et qu'on peut retirer au fur et à mesure. On peut retirer au fur et à mesure donc, de la course et en général c'est dans la première moitié qu'on en retire le plus puisqu'il y a des fuites d'eau, des fuites d'huile, mais dans le cas de Patrese, il a en plus cette fuite d'huile très importante de Mansell devant lui. On en a combien des visières en général sur le casque avant le départ? En général on a la visière principale plus 2 tir-off, c'est-à-dire on a 3 possibilités de visière. Ça fait pas beaucoup. Mansell qui était à 3 secondes est à 1 seconde 9 maintenant de Berger. Attention! Là, on est en retour à l'intérieur de la voiture sur cette Benetton porteuse de caméra. Et oui, il nous reste les 2 Benetton. Ici, on a vu piquer tout à l'heure, voici Nannini. Nannini qui roule un peu en solitaire. Alors, vous voyez que ce qu'on a mis, c'est la solitude du coureur de fond. S'il y a un arrêt, c'est la solitude du coureur de fond. Il n'y a personne devant lui et de temps en temps, on peut se sentir un peu seul. Pas d'aspiration, rien du tout, pour vous donner. Nannini, 4e position pour l'instant, il est effectivement à 4 secondes derrière Patrese. Voilà. Et l'arrêt de Modena n'est pas dû à un changement de pneumatique, mais un problème technique et un probable abandon pour la nouvelle Brabham Judd de Stefano Modena. Brabham Judd qui, comme Jean-Louis Bernardelli vous l'a dit ce matin dans Automoto, est équipé maintenant du Judd Usine, c'est-à-dire qu'il n'est plus un V8 à 90 degrés, mais un V8 à 75 degrés. 33e tour, Berger en tête sur la McLaren, devant la Ferrari de Mansell, la Williams de Patrese, la Benetton de Nannini. Et ce qui veut dire que c'est Berger qui ralentit sa cadence et Mansell qui le rattrape. Voilà, Alain Prost se met de la partie aussi. Alain Prost qui vient lui aussi de battre le record du tour. Monsieur Prost, il y va. Mais effectivement, c'est Prost pour l'instant, il est 5e. Il y a quand même pas mal de retard, Alain Prost. Il va falloir qu'il batte le record du tour un paquet de fois avant de revoir dans ses boostages, de revoir les traces des voitures qui sont devant. Ceci étant, il est le seul à s'être arrêté au stand pour l'instant dans les premiers, donc ce qui explique son retard de 15 secondes. Tout à fait. Alors, il va falloir, bon, effectivement, le retard, il va peut-être diminuer au fur et à mesure que les autres vont s'arrêter, bien sûr. Et ce qui peut laisser prévoir une belle empoignade pour la fin de course. En tout cas, 1 seconde et 87 millièmes de seconde entre la McLaren Honda de Gerhard Berger et la Ferrari de Nigel Mansell pour la première place. Est-ce que Berger, c'est un pilote considéré comme un méchant parmi tous les pilotes de Formule 1? Ou c'est un garçon très clean? Attention! Oh là 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 là! Oh là, mon Dieu! Et il va pouvoir reprendre la piste. L'extraordinaire, c'est que Mansell est resté en piste, bonsoir. Magnifique! Il a attaqué Berger là où Berger ne s'y attendait pas. Naturellement, il est parti dans l'herbe, un tête à queue absolument magnifique, et il s'est retrouvé sur la piste, et il a repris le contrôle de la Ferrari. Le voici de nouveau. Le replay, comme on dit. Et là, c'est trop large. Il y a une faute là, Philippe? Ben, vous étiez en train de me poser la question si Berger était considéré comme un pilote méchant. Là, il a fait une faute, bien sûr. Il a coincé Mansell dans l'herbe. Ceci étant, bon, Mansell va être obligé certainement de s'arrêter bientôt pour changer ses pneus. Heureusement pour lui, il ne l'avait pas encore fait. Mais ça, vous savez, Mansell, ça va le galvaniser. Ça, vous pouvez en être sûr. Il était à 1 demi-seconde de Berger. On va maintenant attendre le chronomètre pour savoir quel retard il a pris. Mais ça n'a pas dû lui faire plaisir. Mansell qui est quand même un garçon, je ne sais pas si c'est parce qu'il est anglais, mais il a vu beaucoup le gazon là, entre les essais et le Grand Prix, on l'a vu souvent soulever la poussière. Hein. Nigel Mansell. Alors là, à bord de la Ferrari, ça doit vibrer parce qu'un plat sur les pneus, c'est quelque chose au volant qui est extrêmement dur, n'est-ce pas Philippe? Oui, c'est pour ça que je pense que Mansell va pas tarder à s'arrêter, puisqu'il n'avait pas encore fait comme Alain Prost, donc un arrêt prématuré, donc heureusement pour lui. Alors 3 secondes 6, voilà, 3 secondes 6, c'est le verdict du chronomètre, c'est l'écart entre Berger et Mansell après la tête à queue de Mansell. Je crois que c'est un record, 3 secondes avec un tête à queue et il n'a pas perdu beaucoup de temps. C'est quand même un artiste, ce Mansell. Déjà au Grand Prix, vous vous souvenez, au Grand Prix d'Australie l'année dernière, il nous avait fait une sortie re-rentrée de piste assez extraordinaire.
Bon, ben c'est comme ça qu'on devient le héros de toute une nation. Et en ce moment, je pense que Mansell, les gens que vous voyez ici à l'écran, ils le regardent et ils écoutent le bruit de sa voiture, ça c'est sûr. Alors du coup, Patrese, bon, puisque Mansell a perdu un tout petit peu de temps dans son tête dans l'herbe, du coup, Patrese, bien sûr, est revenu près de lui. Mais enfin, c'est pas encore là. Patrese, 3e sur la Williams-Renault, Nannini, pardon, 4e, Prost 5e, Piquet 6e. Alors, notre ami Johnny au chronomètre, et qui chronomètre Prost depuis 3 tours, et ça veut dire que depuis 3 tours, il gagne 1 seconde au tour, ce qui signifie qu'il est passé à l'offensive. Ça, c'est vrai, et on va le voir sur nos écrans de contrôle et sur le moniteur de chronométrage de Longines Olivetti. Attention! Ça correspond à ce que nous disait Philippe Strauss tout à l'heure, à savoir qu'on attend du monde chez Ferrari. Et la Ferrari qui continue à fumer, mais c'est solide. Hein. C'est extraordinaire quand même, Mansell. La voiture fume à l'arrière, il y a probablement un plat sur les pneus à la suite du blocage tout à l'heure, et il continue et il perd pas franchement de terrain. Ah, il en veut. Ah. Wojtek qui a fait une erreur, ou c'est une panne mécanique, mais il me semble bien proche du rail pour une panne mécanique. Wojtek qui pilote sa propre voiture en quelque sorte, il est propriétaire. Oui, puisque son père a racheté 2 conserves avec M. Monteverdi qui fabrique des voitures de grand tourisme, l'écurie Onyx. Ce qui fait que Johansson se retrouve sur la touche maintenant. Oui, c'est moins drôle pour Johansson que pour Wojtek, c'est clair. Et Wojtek qui pilotait chez Brabham a été remplacé par David Brabham, qui est le fils donc de Brabham, le fondateur de l'écurie. De Sir Jack Brabham, 3 fois champion du monde. Mais qui ne s'est pas qualifié pour ce Grand Prix. Oh, il est jeune, ça viendra. 37e tour, Berger en tête devant Mansell, Patrese, Nannini, Prost et Piquet. Allez-y, toujours 7e devant Warwick, Donnelly, il y a de l'anglais derrière Allez-y. Eric Bernard, 10e. Alliot, 11e. 3 secondes 2 au 37e tour, 2 secondes 3 au 38e tour. Vous voyez que Mansell ne s'est pas fatigué et qu'il a été galvanisé comme voilà. Il vient encore de battre le record du tour alors qu'il a une voiture qui normalement est affaiblie. Enfin, bon, il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire qu'un Anglais qui est énervé. En fait, on dit toujours que ce sont des gens qui ont une certaine philosophie des choses, mais quand ils s'énervent, ça fait mal en général. Philippe, vous croyez que Mansell va faire payer à Berger cette petite erreur? Je pense qu'il va être vigilant, surtout s'il arrive à rattraper Berger. Il va être très vigilant maintenant lors de son attaque. Ceci étant, je pense qu'il s'arrêtera pour changer de pneu avant de rattraper Berger. Vous avez le classement des 6 premiers et les écarts. « 38e tour, je vous rappelle que ce Grand Prix en comporte 61. Voilà, on évacue l'Onyx de Wojtek qui était mal placé. Dorénavant d'ailleurs, toutes les voitures, ça avait eu un peu tendance à disparaître, toutes les voitures doivent être équipées obligatoirement. Voilà. Aïe aïe aïe, c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est fini pour Mansell. Hélas, hélas, hélas. Là c'est clair, c'est l'arrêt. Geste un peu de désespoir de Mansell qui signale bien sûr qu'il rentre et je vois pas qu'on puisse réparer ça en temps. Là c'est pas grave. Et chez Ferrari, on est prêt, mais bien entendu, Mansell rentre en roue libre. Moteur cassé ou problème de boîte, mais il rentre au ralenti et il va directement au fond du garage. Abandon confirmé pour Nigel Mansell. Ce qui nous donne Jean-Louis Bernardelli. Alors Patrese prend donc la 2e place derrière Berger. Il est à 5 secondes et demie derrière Berger. 3e Nannini, 4e Prost, 5e Piquet. Voilà le changement après donc cet abandon, je vous rappelle, de Nigel Mansell, le 6e et Jean Alesi. 7e Warwick, 8e Donnelly, 9e Bernard, 10e Alliot, 11e Larini. Voilà pour les 2 Ligier. Alors on va attendre si peut-être que Pierre Van Vliet a une précision sur la raison de la casse.
Pas encore, Jean-Louis, je peux vous dire que c'est l'émeute hein, dans le garage Ferrari. Alors on va attendre quelques minutes avant d'aller aux nouvelles. Bon bah Pierre, vous aurez un petit peu de temps, on va envoyer un écran de pub et bien entendu, conformément à ce qu'on fait toujours, si pendant cette pub il se passe quelque chose d'essentiel, on se recale comme on dit à Paris et ce serait Patrick Tillet qui commenterait le passage important. Paris, à vous. Avec plus de 4 secondes d'avance sur Ricardo Patrese et sa William Renault, et bien Patrese est à moins d'une seconde au 43e tour, à moins d'une seconde de Berger. C'est dire qu'en fait vous avez tous les deux, après le dépassement de Grouillard qui a pris un deuxième tour de retard, vous avez Berger et Patrese dans l'aspiration. Alors on est donc dans le 43e tour, sur 61 tours à couvrir. Je vous rappelle simplement que dans ces 43 premiers tours, 3 abandons de marque, 18 tours avant la fin, c'est écrit en italien. 3 abandons de marque dans les 43 premiers tours, enfin jusqu'au 39e, Senna d'abord, Boutsen ensuite et au 39e tour, Mansell. Alors à propos de l'abandon de Mansell, bien sûr on interromprait Pierre Van Vliet si un dépassement avait lieu en tête. Est-ce que Pierre Van Vliet a des précisions à nous apporter sur l'abandon de Mansell? On n'a pas vraiment des précisions, c'est plutôt la commedia dell'arte ici dans le garage Ferrari où l'ambiance est pas très bonne. Je veux dire qu'ils ont très mal pris l'abandon de Mansell et Franco Listro, l'attaché de presse de la Scuderia, vient nous apporter une version officielle de l'abandon après avoir été plusieurs fois aux nouvelles chez Mansell. L'ingénieur Nicole, c'est aussi auprès de César et Fiorio. Franco Listro, la raison de l'abandon de Nigel Mansell. Le refus de Mansell, c'est un problème de moteur. Au moment qu'il a tenté de passer Berger, il est terminé sur l'herbe. Et de l'herbe, de la terre et de la sable, il a tapé les pris d'air. C'est vraiment incroyable parce qu'à ce moment, Mansell avait une vitesse 3 fois supérieure à celle de Berger et Berger s'est déplacé pour ne laisser pas passer. Bien, merci Franco Listro. On n'est pas content donc de la manœuvre de Berger que vous avez vue tout à l'heure. Et Mansell, dans l'herbe, aurait donc ramassé de la terre et de l'herbe sur les entrées de radiateurs, ce qui aurait provoqué une surchauffe du moteur de la Ferrari. Et l'abandon du pilote britannique, en tout cas dans les 3 écuries de pointe, on est à un abandon partout. Senna chez McLaren, Boutsen chez Williams Renault et maintenant Mansell chez Ferrari. Oui, alors il manquait une chose quand même dans les explications qu'on vient de donner à Pierre Van Vliet, c'était les gestes. Hein. Bon. Oui, puis le fait que Mansell avait une fuite d'huile dès le début de la course, donc il n'y a pas que cette raison, je pense, dans l'abandon de Mansell. Il nous a bien semblé que la fuite d'huile était là un petit peu avant. Attention. Dépassement impétueux de Berger qui a pris un tour à Donnelly et qui suit pour l'instant Warwick, l'équité de Donnelly, ce qui permet à Patrese de se rapprocher. Patrese qui était retombé à 2 secondes, enfin retombé c'est un mot trop fort. Ce qu'il faut dire globalement quand même, c'est qu'on assiste à un regroupement catégorique de Patrese, Nannini, Prost, Piquet et même Alesi derrière Berger. Alors c'est peut-être le moment de... Tout à l'heure j'avais demandé à Philippe Trèves si Berger était considéré comme un méchant quand on le double. On sait que Patrese est un pilote difficile à doubler, mais est-ce qu'il est méchant quand il va doubler? Non, Patrese était considéré parce que je pense qu'il s'est assagi. Effectivement, au début de sa carrière, il a été beaucoup critiqué, mais je pense que maintenant, il est très très correct. D'accord. Donc a priori, s'il rattrape Berger, on ne devrait pas assister à des choses trop vilaines. Berger a peut-être pas non plus envie d'avoir une deuxième explication serrée dans les stands ce soir. Déjà qu'avec Mansell, ça risque de masquer un peu. Alors ce qu'il faut remarquer également, c'est que les Lotus à moteur Lamborghini ne sont pas trop mal sur ce circuit d'Imola. En tout cas, elles sont pour l'instant plus compétitives que les Larousse Lamborghini qui donc ont le même moteur l'une et l'autre des voitures. Oui, ce qui prouve qu'on a beaucoup quand même travaillé chez Lotus, parce que jusqu'à présent, il faut bien reconnaître qu'on ne les voyait pas souvent à ce genre de position. Et vous avez là Warwick qui résiste quand même à Patrese. Voilà. Patrese est donc passé. 1 seconde 8 maintenant le sépare de Berger. Troisième, on est dans le 45e tour. 3e, l'Italien Nannini sur sa Benetton. 4e, Prost sur la Ferrari. 5e, Nelson Piquet. Et 6e, Jean Alesi sur la Tyrrell. Et les écarts, Nannini est à 9 secondes de Berger, Prost est à 18 secondes de Berger. Piquet à 32 secondes, et Alesi à 1 minute et 19 secondes.
semble se confirmer qu'Alain Prost était parti avec des pneus tendres, puisqu'il est le seul à s'être arrêté parmi les leaders. Oui. Finalement, il ne reste plus beaucoup de tours. Je ne sais pas si Berger et Patrese vont s'arrêter finalement. À cette distance de l'arrivée, environ une quinzaine de tours, vous croyez que c'est possible, Philippe? C'est possible, tout à fait. Ce qui est inexplicable, c'est le fait que Berger ait perdu 4 secondes rapidement sur Patrese pendant l'écran de pub. Ceci étant, il a l'air maintenant maintenir l'écart. Je peux vous dire que du côté de chez McLaren ou de chez Williams, on ne voit pas d'arrêt de changement de pneumatique avant la fin de la course, mais on est prêt. En tout cas, chez McLaren, on est prêt au cas où. Chez Williams, visiblement, avec le choix des pneus durs, on est certain d'aller au bout. Alors, on va considérer que pour l'instant, il y a quelques écarts entre les voitures. On avait une interview assez sympa de Jean Alesi, puisque il est revenu dans les points. Enfin, je dis que les écarts sont assez stables, mais le problème, c'est qu'il y a toujours les dépassements d'attardés, et on vient d'en voir encore un qui était Patrice Soulet. Donc, Jean Alesi qui nous a dit des choses sympas sur sa voiture et sur lui. À vous, Paris, vous allez. La consommation, on n'a aucun problème. Là, c'est clair, c'est pas du tout problématique. On n'a pas un moteur qui consomme beaucoup. Et niveau frein aussi, c'est pas très difficile. Dans la mesure où la voiture est assez légère dans la configuration début de course. Et c'est à ce moment-là que normalement on détériore un peu nos freins. Donc nous, on ne devrait pas avoir de problème. On n'en a pas eu la semaine dernière quand on a fait le test d'endurance. Alors reste la grande inconnue, mais quand même quelque chose d'assez sympa, les pneumatiques. Les pneumatiques, c'est pas tout à fait l'inconnu pour nous, dans la mesure où quand même on a fait les essais. On est très compétitif aussi bien en qualification qu'en course. La semaine dernière, quand j'ai fait le test de course, j'ai été le plus rapide dans mon 58e tour, je crois. C'est-à-dire la voiture a bien encaissé, les pneus ont bien encaissé le choc de la course. Bon, et le bonhomme, ici c'est un circuit fatigant? C'est difficile, mais avec le long bout droit, on a le temps de se reposer un petit peu et d'être un peu bien, quoi. Le problème, c'est le pied. Moi, j'ai un problème à mon pied droit. Le fait de rester toujours accéléré, freiner, ça finit par faire un peu mal, quoi. Et la caméra est sur Prost, car Alain multiplie la progression dans ses meilleurs tours. Il est maintenant à 1 seconde de Nannini, c'est-à-dire qu'il a la 3e place en vue. Alors, la question, bien entendu, reste posée. Pierre Van Vliet y a en partie répondu. Si Berger et si Patrese doivent effectuer un arrêt de pneus, évidemment, Prost prendra la tête de ce Grand Prix. Mais en l'occurrence, pour le moment, Berger et Patrese n'ont pas l'air de devoir ni de vouloir s'arrêter. Prost donc à l'attaque sur Nannini. On vous rappelle les positions, en tout cas dans les 6 premiers, alors que nous sommes dans le 48e tour sur 61 à couvrir. Donc en tête, Gerhard Berger, ça fait maintenant un paquet de tours, alors qu'on vient de voir encore cette petite explication assez sévère entre ces messieurs. 2e Patrese, 3e Nannini, 4e Prost, 5e Piquet. À propos de Benetton, est-ce que c'est celle de... C'est Nannini. Ah, c'est Nannini. C'est Nannini qui assiste à une explication de texte assez importante entre Donnelly et Warwick. Et il vient de passer Donnelly, ça y est, on l'a vu. Mais il faut dire que Donnelly est un jeune qui arrive de la Formule 3000. C'est l'ancien équipier de Jean Alesi dans l'écurie d'Eddie Jordan l'an passé. Et Donnelly n'est pas encore tout à fait formé au peloton de Formule 1. Et il semble que son comportement soit de temps en temps un peu écervelé. Nannini qui était vu de l'intérieur et maintenant de l'extérieur. Allez, on va se faire un petit top F1. Voilà, j'espère que vous avez pris vos petits carnets, que vous avez noté quels étaient les 3 premiers. Je ne vais pas vous le dire tout de suite quand même, on va pas vous mâcher comme ça la tâche. Il faut quand même que vous preniez quelques risques dans la vie. Il y a devant vos yeux en ce moment des gens qui en prennent beaucoup des risques, parce que Dieu sait si ça se bagarre partout. Oui, Donnelly et Prost, en explication, voilà, Prost est passé, et comme je vous le disais tout à l'heure, il a en ce moment Sandro Nannini en point de mire. Sandro Nannini, c'est pour l'instant la 3e place du podium. À peine 1 seconde entre les deux voitures. Je crois
crois que Nannini va passer un mauvais moment là. Prost 4e, Prost motivé, Prost qui sait forcément qu'il est la seule Ferrari en course, et je vous rappelle, Prost quand même le plus italien des pilotes français. On a eu franchement l'impression que l'Italie avait oublié qu'il y a encore une toute petite frontière entre la France et l'Italie. Prost est un garçon extrêmement populaire ici, il le sait, et je pense qu'il va le savoir de plus en plus au fur et à mesure qu'il remonte. Et il serait bon maintenant qu'on revienne tout de même sur la tête de la course, car vous le voyez, Jean-Louis et Philippe, le moniteur de contrôle nous indique que Patrese est à moins de 2 secondes de Berger. À moins de 2 secondes de Berger, à 12 tours de l'arrivée, il a encore le moyen de revenir, et on pourrait peut-être assister à la victoire d'une Williams-Renault. 50e tour, moins d'une demi-seconde entre Berger et Patrese, ils sont roue dans roue. Et on ne les voit pas. Pour l'instant, manifestement, ce qui intéresse plus le réalisateur italien, c'est comment la Ferrari va pouvoir rattraper ou passer la Benetton. Bon, ben effectivement, il y a aussi une belle bagarre entre Nannini et Prost, puisque Prost est à moins d'un tiers de seconde de Nannini, et vous le voyez sur fin. Maintenant, il y a une voiture entre les deux. De toute façon, un petit blocage de roue de Warwick, pardon, excusez-moi Philippe, un petit blocage de roue de Warwick, ça veut dire que c'est un peu tangent pour lui. Vous avez vu également Prost se dégager de temps en temps pour ne pas être dans les jus d'air chaud de la Lotus Lamborghini, de façon à éviter peut-être une mésaventure comme celle de Mansell. C'est dommage qu'on n'assiste pas au duel Berger-Patrese, parce que de toute façon il suffirait de voir la foule. Là voilà, c'est fait. C'est fait, Philippe, c'est fait au moment où vous le disiez. Patrese est passé en tête de ce Grand Prix de Saint-Marin. Est-ce que Patrese va pouvoir enfin gagner un Grand Prix? Il en a déjà gagné 2, c'est vrai, dans l'histoire, mais 2 qui étaient un peu tirés par les cheveux. Est-ce que Patrese, pour une fois devant le public italien et non loin de la ville de Padoue dont il est originaire, va pouvoir gagner un Grand Prix? En tout cas, on le souhaite à Ricciardo, on le souhaite à ce garçon qui a un cœur magnifique et une motivation magnifique. Et pour une fois d'ailleurs, les tifosi sont debout dans les tribunes pour l'applaudir. Et oui, c'est l'un des leurs. Patrese livre son 195e Grand Prix. C'est vrai qu'il fêtera cette année son 200e, et ça fait 14 ans qu'il court, Riccardo Patrese. Il a 36 ans. Ouais, les tifosi vont être ravis, puisque Alain Prost maintenant est vraiment à l'attaque et à l'aspiration de Nannini. Et malgré que Nannini soit italien, je crois qu'ils vont être très contents si Alain Prost se passe. Ah bah oui, de toute façon maintenant les Italiens sont forcément contents. Patrese devant, il est italien. Bon, Berger c'était un pilote qui gênait chez les tifosi. Prost, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est pratiquement italien dans leur cœur, et Nannini l'est complètement. Donc pas de problème, ça va bien, et en tout cas pour le spectacle ça va bien aussi, ça va même très fort. Voilà, ils se sont débarrassés de Barilla, qui est un peu fatigué comme on l'a vu. Il a la tête qui remue énormément. Derrière, il y a toujours l'explication entre les 2 piliers de l'équipe Lotus Lamborghini. Mais voilà, Nannini et Prost sont maintenant roue dans roue. Et Prost, d'ailleurs, Prost apparaît à la 3e place. Sur l'écran de contrôle, alors que manifestement sur notre écran, c'est une erreur. Il est derrière, oui. Eh ben écoutez, Jean-Louis, on est plus fort que l'ordinateur. Puis c'est tout ce qui arrive, on est à 10 tours de l'arrivée. Je me penche vers Johnny Reeve. Il est toujours 4e, évidemment. Il est toujours 4e, évidemment. Alors, je crois que tout le monde est d'accord. Bon, alors Prost n'est pas encore passé Nannini. Il est pas loin, hein. Il est pas loin, mais il n'a pas passé. Peut-être que le réalisateur a voulu anticiper sur la 3e match du podium de points, à moins qu'un problème nous ait échappé, mais en tout cas, ça nous paraît inconcevable. Par contre, sur l'ordinateur, on constate que Patrese prend de plus en plus d'avance sur Berger. Ouais. Il est maintenant à 1 seconde 8, donc devant Berger. Ah là, il se libère, Patrese, hein, c'est net. Et chez Ferrari, je vous confirme qu'on passe bien un panneau P4 à Alain Prost. Oui, merci Pierre Van Vliet. Et d'ailleurs, l'ordinateur vient de se remettre en marche. 3e Nannini, 4e Prost, à 7/10e de Nannini. Et c'est ce que vous avez à mi téléspectateur à l'écran. On le voit du sol, on le voit d'hélicoptère. Il est net que en ce moment l'Italie a les yeux fixés. Ça dit, c'est une belle bagarre. Voilà, effectivement, c'est 7/10e de seconde. C'est une très très belle bagarre. Toujours derrière Prost, il y a encore Nelson Piquet. Je suppose qu'Alési a gardé sa 6e place. Ça, on le saura au prochain passage. Parce qu'effectivement, honnêtement, Alési, même s'il a un nom italien, là, on l'a un petit peu oublié. Donc on vous rappelle, nous sommes dans le 52e tour. Il en reste 9. En tête, Patrese sur la Williams-Renault. Riccardo Patrese, pardon.
Gerhard Berger sur la McLaren second. Il y a maintenant presque 2 secondes entre les deux voitures. Troisième, toujours Nannini. Et quatrième, Alain Prost, tout juste derrière Nannini. 52e tour, il en reste très peu. Philippe, maintenant les voitures de tête ne peuvent pas s'arrêter pour changer de pneus. S'ils s'arrêtent, ils perdent tout le bénéfice de la course. Là. Bien sûr, donc maintenant je pense qu'ils vont rester avec leur pneu d'origine et il va falloir tenir, mais je pense que Patrese est très bien parti. Maintenant il a 2 secondes 2 d'avance sur Berger, donc pour lui la course, sauf problème mécanique, paraît gagnée. Et ben c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, ça prouve que chez Renault, tout à l'heure, Bernard Pinault nous disait que on avait beaucoup travaillé et qu'on estimait être arrivé pratiquement à la hauteur du moteur Honda. Bon, bien sûr, si Senna avait été là, on serait encore plus sûr qu'il y a égalité entre les deux constructeurs, mais c'est manifeste. Ce moteur Renault, maintenant, est vraiment un des tout premiers au monde en matière de Formule 1. Patrese, 53e tour, il en reste donc 8. Patrese, je vous le rappelle, en tête sur la Williams Renault devant la McLaren Honda de Berger, 2 secondes 2. L'écart a encore augmenté en un tour, 4 dixièmes de plus. Nannini toujours 3e avec Prost à 7 dixièmes. C'est pas, Prost n'a pas l'air de passer. Hein. Qu'est-ce qui peut retenir Prost? Les pneus, la voiture, il a peut-être vu aussi que Mansell avait eu des soucis. Alors il n'a peut-être pas envie de tout descendre et de tout casser juste avant l'arrivée. Il y a deux choses possibles. Il y a la légèreté des voitures, évidemment. La Benetton est plus légère que la Ferrari. Et il y a également la consommation. Un V12, c'est beaucoup plus gourmand qu'un V8. Voilà Berger en 2e position. Alors si Patrese gagnait, j'espère ne pas lui porter malchance, si Patrese et la Williams Renault gagnaient, ce serait tout un symbole. Parce que la Williams Renault, elle a gagné 2 Grands Prix l'an passé avec Boutsen, l'un au Canada et l'autre en Australie, c'est la dernière victoire de Williams en Grand Prix. Il s'agissait de 2 Grands Prix sous la pluie et c'était donc des victoires quelque peu contestées, puisque Senna avait abandonné, ou Senna avait eu un accrochage sous la pluie, c'est Senna qui est le maître, et Boutsen en avait donc profité. Patrese, pareil, ces 2 victoires en Grand Prix, il y en a une à Monaco. On a pensé que c'était De Cesaris et Pironi qui avaient gagné, et finalement c'était lui. Et puis, il y a sa première victoire en Grand Prix à Patrese, sa 2e victoire en Grand Prix qui était en Afrique du Sud 83. Et là, Nelson Piquet l'avait laissé gagner parce que Nelson devait assurer un certain nombre de points pour conquérir son titre de champion du monde devant Alain Prost, ce qu'il avait fait. Alors, si là, aujourd'hui, à Saint-Marin, Patrese, Ricardo Patrese et la Williams Renault gagnent, ce sera une consécration totale. Jean-Louis. Oui, Pierre. Il y a quelqu'un à qui ça fera plaisir la victoire de Patrese, c'est bien sûr son équipier Thierry Boutsen. Même si Thierry, vous avez une petite déception quelque part, en gagnant ici aujourd'hui, vous auriez pris la tête du championnat du monde. Oui, mais je suis très content pour Ricardo parce que moi j'avais une voiture qui ne m'aurait pas permis de gagner. De toute façon, j'avais ce problème de bois depuis le début. Beaucoup de jeux dans la commande de bois de vitesse et il m'était impossible de ne pas faire d'erreur avec cette boîte de vitesse. De temps à autre, je ratais une vitesse. Je sélectionnais une mauvaise vitesse, il y avait tellement de jeux dans le levier que je ne pouvais pas faire une course comme j'entendais. Malgré cela, je peux dire que ma voiture marchait très bien, le moteur était fantastique parce que j'allais plus vite que le McLaren en ligne droite. J'étais vraiment très content d'être en tête de la course et de pouvoir la conserver comme ça jusqu'au moment où une vitesse ratée de trop a fait que le moteur a cassé. Donc la prise de pouvoir de Ricardo Patrese est dans la 2e moitié de ce Grand Prix. Ne vous étonne pas, Patrese va gagner et ça signifie que Williams Renault revient maintenant dans le coup pour le championnat du monde. Mais je crois que tout le monde compte sur lui pour l'emporter. Maintenant, il est en bonne position de le faire. Il est en tête de la course et sa voiture, si elle marche aussi bien que la mienne, il n'y a aucun problème. Il va gagner sans problème. Thierry, dans 15 jours à Monaco, c'est votre tour? J'espère bien. Je crois qu'on va essayer de changer un peu la balance à ce moment-là. Mais je suis content de voir comment les choses ont évolué. On a eu des nouveaux moteurs ici, une évolution spéciale des moteurs de chez Renault qui a fait qu'on a fait un grand pas en avant dans la compétitivité des voitures. Merci. C'est un grand pas en avant de la part de Renault Sport, en effet. Il faut noter effectivement, Jean-Louis, que Imola est réputé pour être un circuit à 2 moteurs. Et quoi qu'il arrive maintenant, c'est tout à l'honneur de Renault de briller sur ce circuit. Et j'espère pour Renault et pour Patrese donc ça va se terminer par une victoire. Alors 2 choses, on vient de voir Olivier Grouillard rentrer au stand. Ça a l'air assez définitif comme rentrée, surtout à si peu de tours de l'arrivée. On est dans le 56e tour sur 61 à couvrir. Et l'avance de Patrese a encore augmenté sur Gerhard Berger, 3 secondes 3.
lorsque on est à 5 tours de l'arrivée, c'est écrit. Lorsque tout à l'heure Thierry Boutsen disait j'ai confiance en lui, il est bien parti pour gagner. Effectivement, là, il fait pas dans le détail, pas 13. Il assure pas, comme on dit, il va la chercher la victoire. Et en tout cas, si tout se passe comme on l'espère pour lui, ça sera une très belle victoire. Prost est revenu encore une fois sur Nannini. L'écart était monté tout à l'heure jusqu'à 1 seconde 2. Maintenant, il s'est encore réduit. Il y a très peu. On a parlé de 0 seconde 8, mais là, on n'est plus à 0 seconde 8. On est roue dans roue. Est-ce que cet homme plein de métier qui est Alain Prost attend vraiment les tout derniers tours, pour donner le coup de grâce à Nannini, ce qui lui permettrait de monter sur le podium, ce qui ferait quand même un podium intéressant pour les Italiens. En tout cas, il y aurait une Ferrari dans les 3 premiers. On est dans les tout derniers tours, 56e sur 61, c'est le moment. Piquet 5, Alesi 6e. Et toujours derrière Alesi, les 2 Lotus de Warwick et Donnelly. Ils font une très belle course, c'est le premier, je dirais, bon classement des 2 Lotus Lamborghini, une voiture toute neuve qui a débuté son année. Quant à Philippe Alliot, il est maintenant 9e derrière les 2 Lotus, donc il est bien remonté également après son arrêt de pneus. Et derrière Prost et Alesi, bien pour l'instant, Alliot est le meilleur des Français. Et il y a encore Eric Bernard juste derrière Alliot. Bref, ça marche pour tout le monde. En fait, ça marche pour les pilotes français, ça marche bien aussi pour les Italiens. Il n'y a pas, à part finalement les 3 malheureux abandons de Boutsen, Senna et Mansell, il n'y a pas vraiment de malheureux dans cette affaire. Vous voyez que Nannini et Prost sont à la bagarre complète, puisqu'ils ont, on peut le dire, entre guillemets, déposé Alesi en lui prenant un tour. Alors nous sommes bien sûr sur la bagarre Ferrari-Benetton. Dans la Ferrari derrière, la voiture rouge, c'est Alain Prost. Bon, c'est vrai que c'est pas la bagarre de tête, mais enfin en tête il n'y a plus de bagarre. C'est vrai que Berger est à maintenant 3 secondes et demie derrière pas 13. Donc la seule vraie bagarre qui soit, c'est celle qui est en ce moment à l'image, qui arrange bien aussi, bien sûr, le réalisateur italien. Et ce qui nous arrange nous aussi, parce qu'on aimerait bien que Prost, il aille le chercher. Sans être tout à fait chauvin, ça serait sympa que Prost monte sur le podium. C'est pas loin, Il est en train de faire ce qu'il faut pour ça. C'est pas loin. Allez-y, toujours 6, Warwick, Donnelly, pas de changement derrière. On est dans le 57e tour, je vous rappelle, il y en a 61, maintenant c'est tout prêt. Prost est en train de se préparer pour attaquer, je pense, Nannini dans la ligne droite, la prochaine ligne droite maintenant. Je vous avais parlé tout à l'heure de poids et de consommation. Il y a aussi des freins dans ce circuit qui en exige beaucoup des plaquettes et des disques, de la température, etc., etc. Eh bien, il est possible que Prost ait conservé un peu de marge pour laisser refroidir tout le système de freinage et que, à 3 tours de l'arrivée, comme vous le voyez indiqué en ce moment sur votre écran, eh bien, il porte une estocade à Nannini, ce qui lui permettrait d'arriver sur la 3e marche du podium, ce qui lui permettrait de marquer 4 points, 9 points au premier, 6 au deuxième, 4 au troisième, et ça lui donnerait 13 points à égalité, devinez avec qui? Avec Ayrton Senna. Ceci, bien sûr, pour le classement général au championnat du monde après 3 Grands Prix. Donc Prost, en fait, a tout intérêt à aller chercher Nannini, c'est clair. C'est évident aussi qu'en bout de ligne droite, c'est pas le tout d'aller doubler. Si on peut pas freiner, c'est le tout droit et c'est la voiture perdue, pulvérisée. Prost, c'est tout ça. Prost est un garçon qui a énormément de métier. En tout cas, il est revenu une fois de plus dans les roues de Nannini. Et pendant ce temps-là, nous avons une pensée émue ici pour Patrese, qu'on ne voit pas à l'image. Patrese qui a été victime tout au long de sa carrière d'une telle malchance sur le plan sportif, d'une telle poisse, et qui doit se demander qu'est-ce qui va pouvoir encore lui arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver dans les 2 derniers tours? À 2 tours de la victoire, on l'a vu passer proche l'an passé en Hongrie, on l'a vu passer proche bien des fois, on l'a vu également au Canada sous la pluie, où il avait terriblement rivalisé avec Thierry Boutsen, son équipier. Le pauvre Patrese, je me demande s'il ose encore regarder son tableau de bord. Il augmente son avance, il est à 3 secondes 7 maintenant devant Berger, et donc tout va bien pour lui. Abandon de Eric Bernard, vous l'avez vu, et c'est probablement un problème de boîte de vitesse, car notre ami Johnny Reeve, ici présent, l'a entendu quelques fois manquer des rapports, et ça c'est un bruit extrêmement net et très significatif.
Toujours pas de changement en tête. Patrese a encore un petit peu augmenté son avance. Il est à maintenant presque 4 secondes devant Berger. En revanche, pas de nouvelles chez Nani, dans le duel Nani-Prost. Et je vous rappelle que nous sommes dans les 2 derniers tours maintenant. Il faudrait effectivement que Prost trouve le tout truc qu'il faut pour arriver à passer Nannini. Sinon, ce ne sera pas le podium, ce sera la 4e place. C'est assez surprenant puisqu'il revient sur Nannini dans les chicanes. Il a du mal en ligne droite à prendre l'aspiration. Donc peut-être effectivement a-t-il un problème de consommation comme j'essaie de supposer Jean-Louis Moncet. Pierre Van Vliet dans les stands de Williams-Renault. Quelle ambiance? Eh bien, l'ambiance, elle est à la tension. Je peux vous dire que je suis juste derrière les motoristes de Renault Sport qui surveillent leurs ordinateurs jusqu'à la dernière seconde dans ce dernier tour. Bernard Dudot, chef d'orchestre devant ce véritable orchestre, on peut le dire, avec les motoristes qui pianotent sur leur clavier d'ordinateur. Et Bernard Dudot qui vient à notre micro, Bernard, encore quelques centaines de mètres, quelques secondes, et c'est la victoire de Riccardo Patrese, une victoire amplement méritée et un succès formidable pour Renault, non? Oui, c'est pas fini, reste un demi-tour. Bon, ben on va reprendre Bernard après le drapeau à damier, Jean-Louis. Oui, Berger lâche prise puisqu'il est maintenant à 6 secondes derrière Patrese. Oui, c'est clair. Il faudrait maintenant, finalement, c'est ce que disait Jean-Louis Moncet tout à l'heure, le seul adversaire qui puisse battre Patrese, c'est Patrese, ou la malchance de Patrese. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, c'est enfin terminé. On le saura maintenant dans quelques centaines de mètres, puisque nous sommes dans le dernier tour. Bien sûr, image sur Riccardo Patrese, le recordman des grands prix disputés, 195, vous disiez tout à l'heure. Il passera donc cette année le cap des 200. Riccardo Patrese sur la Williams-Renault. Dans ces tout derniers mètres, voici la chicane qui fait de la ligne droite d'arrivée. Alors, monsieur Patrese, et ben voilà, c'est fait. Victoire de la Williams-Renault. L'explosion de joie dans le garage Williams-Renault. Je peux vous dire que la tension était extrême. Et puis que maintenant, tout d'un coup, c'est l'explosion de joie et c'est une immense émotion qui envahit tout le personnel de cette équipe franco-britannique. Et bien sûr, en tête, Bernard Dudot, le directeur technique de Renault Sport, qui reçoit les accolades, les congratulations de tous ses confrères et de toute l'équipe Williams-Renault. Bernard Dudot, un fantastique succès qui est essentiellement dû au progrès du moteur Renault V10 RS2 ici à Imola. Merci. Oui, je suis ravi parce que vraiment ça nous conforte dans l'idée que notre moteur d'abord a un potentiel de développement très important et ça confirme que le travail de l'équipe qui travaille d'arrache-pied déjà depuis très longtemps et notamment ces 2 derniers mois a été très productif. Vraiment, je dis bravo et je pense en ce moment à toute l'équipe. Bravo, merci Bernard Dudot. Nous aussi on pense à toute l'équipe. Bravo. Williams-Renault, candidat au titre mondial, c'est désormais une certitude avec cette formidable victoire de Riccardo Patrese. Et oui, une victoire extrêmement émouvante pour toutes les raisons que nous avons dit et qui couronne enfin le vrai Riccardo Patrese tel que nous le connaissons. Le classement du championnat du monde pour les hommes de tête, Senna est en tête avec 13 points, Prost 12 points, Berger également 12 points et Patrese 9 points. Allez-y est en 5e position avec 7 points. Alors que vous voyez ici le résultat de ce Grand Prix dans l'ordre: Patrese, Berger, Nannini, Prost, Piquet, allez-y, terminant 6e. Bon, eh bien, comme il faut qu'on rende l'antenne vite à Paris, on va simplement vous expliquer très vite le principe du Top F1 et puis on se retrouvera dans 15 jours au Grand Prix de Monaco. Eh bien, voici donc, c'est totalement maintenant la fin de ce Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Merci Pierre Van Vliet qui était dans les stands. Merci Johnny Reeves qui était avec nous. Un très très grand merci à Philippe Trèves qui a fait le voyage ici et qui a été dans cette toute petite cabine. Merci Jean-Louis Moncet. Jean-Louis Bernardelli vous dit au revoir et au prochain Grand Prix. Ça va être chaud. TF1 et Elf vous ont présenté le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin en direct d'Imola. Elf, une passion qui trace la route.